Parce que vous évoquez trois causes essentielles, qui est la collectivisation des terres. Désormais, fini les propriétés privées ou semi-privées. On va mettre les paysans dans ces terres collectives qui étaient les kolkhozes et les sovkhozes. La volonté délibérée d'éliminer les koulaks, avec ce mot terrible, la dékoulakisation. Et puis alors, des réquisitions. Qu'est-ce qui a pris à Staline, là? Pourquoi cette politique très brutale? Écoutez, alors pour en revenir aux deux premières choses, qui se complètent d'ailleurs, les koulaks sont des paysans un peu plus aisés que les autres, qui sont donc réapparus au début des années 20, qui offraient une alternative à la collectivisation. C'est-à-dire que si on avait laissé se développer l'exploitation de ces paysans, on aurait pu retrouver des marges de produits commercialisables pour les villes et pour l'exportation, ce qui était vraiment l'obsession numéro 1 de Staline. Mais le koulak était pour lui quelque chose d'insupportable parce que c'était... Il incarnait la propriété privée. Parce qu'il incarnait la propriété privée, l'enrichissement, l'esprit paysan dans ce que Staline comprenait comme étant quelque chose de terrible, car le ferment du capitalisme. Donc pas de koulak. Et à partir de la fin de 1927, dans sa tête, c'est terminé. Les koulaks sont complètement hors du champ. Bon, et il va parler de les éliminer comme classe à partir de 1928-29. Et puis de réquisitionner, comme dans les années 20, des produits. On cherche on les oblige, alors évidemment ils se rebiffent, ils détruisent leur bétail plutôt que de l'envoyer dans les fermes collectives, ils stockent leurs produits alimentaires, c'est d'ailleurs ce qui va entraîner la famine avec toutes ces mesures. Il y a un décret dont vous parlez le 7 août 1932, qui peut punir de mort ou de déportation les gens qui stockent des produits ou qui les retirent pour leur propre compte. C'est ça. Alors ce décret du 7 août 1932, c'est le résultat de 3 années qui sont des 3 années très très difficiles, effectivement, de collectivisation, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. On emmène les paysans, enfin on met des paysans plus exactement sur place dans d'autres formes d'exploitation qui sont collectives. On les déporte. Tous les paysans aisés, les koulaks ou supposés koulaks, une grande partie des paysans moyens aussi d'ailleurs, est déportée. Et puis, on s'aperçoit qu'en définitive, toutes ces choses qui étaient censées assurer, dans l'esprit de Staline, l'élimination des koulaks, la collectivisation, ça devait être la solution. On s'aperçoit que les collectes de blé en faveur des villes et des autorités ne rentrent pas mieux. Donc il faut aller vraiment... recommencer ce qu'on avait fait. Avec une violence. On envoie Molotov en Ukraine, Kaganovitch dans le nord du Caucase, et puis alors on fusille des gens, on les déporte, etc. Et surtout, c'est la famine. On les torture, puisqu'on a les témoignages de Chorokov à ce propos, l'auteur du don paisible. On va chercher, en fait, on envoie des perquisiteurs de produits, des réquisiteurs, chercher les produits agricoles partout où ils sont, dépouiller complètement les paysans, les dépouiller y compris de leurs semences, de leur réserve de semences, ce qui fait que pour le début de 1933, il n'y aura plus rien à semer. Les gens meurent de faim au cours de l'hiver 32-33 et ils sont pratiquement condamnés à continuer de mourir de faim si on n'apporte pas des espèces de rations de semences supplémentaires, ce qu'on fera quand même un peu. Et c'est ainsi que commence donc une des famines les plus effroyables de l'histoire, dont les témoignages ont mis des années à nous parvenir, parce qu'à l'époque, on préférait croire les comptes rendus officiels. La revue de texte, Stéphanie Duncan. Oui, en 1933, le député français Édouard Herriot revient ébloui, c'est vraiment le mot qui convient, d'un voyage officiel en Union soviétique. J'ai traversé l'Ukraine, dit-il, eh bien je vous affirme que je l'ai vu tel un jardin en plein rendement, les récoltes sont admirables, on ne sait où loger les blés. En des rumeurs qui parlent de famine, l'ambassadeur de France affirme tout simplement que ce ne sont que des racontars colportés par les ennemis du régime. Alors, parmi les témoignages que vous présentez dans votre livre, Georges Sokolov, il y a entre autres celui d'Ovtcharuk, qui avait 18 ans en 1933. Il se souvient justement de la visite d'Herriot à Kiev. Avant son arrivée, dit-il, tous les paysans furent refoulés hors de la ville et les cadavres enlevés des rues. Édouard Herriot descendit de sa limousine, salua d'un geste de la main les badauds et repartit. Dans ce livre, tous les témoignages sont bouleversants et se ressemblent un peu. L'arrivée des collecteurs qui mettent à sac les fermes, la famine qui s'installe et décime des familles entières. En 1933, raconte Ovtcharuk, j'avais 9 ans et je me souviens de tout. Voilà que des invités, entre guillemets, surgissent. Ils sondent sols et murs avec des barres de fer, nous demandent où papa a camouflé la farine. Puis ils ont emmené la vache. Un jour, mes parents se sont mis à enfler. Nous, les enfants, étions déjà bouffis. Mon plus jeune frère ne cessait de pleurer et à l'aube, il est mort. Dans la soirée, ma sœur a trépassé à son tour. Mon père est mort 2 jours plus tard, puis ma mère. On est venu les chercher et on les a emportés hors du village, dans une fosse. Un autre témoin, Prokopenko, se souvient des charrettes transportant les morts. On les enterrait sans cercueil, dit-il, dans des fosses communes. Parmi les corps enflés, il y avait parfois des vivants. Le fossoyeur avoua plus tard qu'on lui avait fixé une norme quotidienne de cadavres. Alors, pour remplir la norme et recevoir du pain,
Il amenait au cimetière des gens encore vivants. Alors, les paysans, donc, n'ont plus rien à manger. Ils attrapaient des souris, raconte un témoin, des rats, des vipères, des moineaux, des vers de terre. Ils ont pilé des os pour faire de la farine. Ils ont mangé du cuir ou de la colle, des racines, des feuilles et des bourgeons. Et on assiste même à des scènes de cannibalisme. Ils sont entrés dans la maison, raconte Kalénik, et ils sont restés figés d'effroi. La maîtresse de maison était près de son poêle et faisait frire une tête d'enfant. « Je vais faire un pâté avec ma fille, dit-elle. De toute façon, elle serait morte. » Dans mon village, raconte encore Kalénik, 60% de la population a disparu. Sur le monument aux morts, on a gravé les noms de ceux qui ont donné leur vie à la guerre, mais pour ceux beaucoup plus nombreux de la grande famine, il n'y a rien. C'est effrayant, Georges Sokolov, ces témoignages dont beaucoup sont dans le livre que vous avez préfacé. Il n'y a pas de mots pour commenter ça, hein. Le cannibalisme, le nombre de morts, est-ce qu'on peut le chiffrer, le nombre de morts de cette famine et de ces déportations liées à la famine? On peut le chiffrer très bien, enfin, ça reste tout à fait abominable, même si on chiffre. Je trouve que la grande portée de ces témoignages, c'est de rendre à chacun de ces morts l'horreur de ce qu'il a vécu. Le facteur par lequel on le multiplie est après tout un peu moins important, mais quand même, bien sûr. On sait maintenant qu'il y a un trou démographique en 32-33 qu'on peut situer très précisément grâce à la comparaison des recensements de 26 et de 37, puisqu'on a découvert de très très bons fragments du recensement de 37 dans les archives, les plus importants morceaux. On sait qu'il est mort plus de 7 millions de personnes à cette époque. On sait que ce chiffre de 7,30, 7,25, 7,30 contient vraisemblablement d'autres morts, enfin les déportés, les fusillés, mais la plupart ce sont les morts de la famine. Ce qui est scandaleux aussi, c'est qu'on l'a vu déjà avec Herriot, évidemment, on n'en a pas parlé pendant des années, ça a même été le mensonge des admirateurs de l'URSS, comme le communiste Fernand Grenier, qui revenait de Russie en 1935, lui non plus, n'avait rien vu ou rien voulu voir. Les bâtisseurs du monde nouveau sont parvenus également à faire passer une agriculture moyenâgeuse au travail collectif, à l'emploi de la machine. En URSS, il y avait encore 1 million de chômeurs en 1929. Aujourd'hui, le chômage est liquidé et définitivement. Un immense effort a été accompli pour élever le niveau culturel d'une des populations les plus arriérées du monde. C'est ce vaste travail culturel qui a abouti à donner à l'URSS les héros du Tchéniouskine, les conquérants de la stratosphère, les constructeurs du Maxime Gorky, aujourd'hui détruits, mais remplacés demain par 11 nouvelles merveilles du génie et de la volonté soviétique. Alors c'était Fernand Grenier en 1935, apparemment il n'a vu que les usines, les écoles, il revenait du RSS, la liquidation du chômage, il n'a pas vu celle des koulaks, celle des paysans, et ces 7,5 millions de morts dont nous parlons avec vous. Beaucoup d'intellectuels, même des non-communistes, ont nié l'évidence. Peut-être parce qu'on voulait s'allier à l'URSS à l'époque. Oui, soit parce qu'on ne voyait pas, ça c'est toujours possible. Vous savez, les gens qui arrivent à Moscou et qui repartent, bon, rien. Et puis effectivement, il y a des gens qui ont joué la carte de la cause. C'est une carte importante. Et il y a aussi ceux qui ont agi par calcul politique, c'est-à-dire ceux qui avaient des objectifs diplomatiques, des objectifs militaires, des objectifs stratégiques. Tout ce qui a conduit à cette famine, on a évoqué avec vous la collectivisation, les réquisitions, tout ça concernait l'ensemble de l'URSS. Pourquoi est-ce que c'est l'Ukraine qui a été plus particulièrement touchée? On dit beaucoup que Staline voulait un petit peu sanctionner ce pays qui avait des velléités d'indépendance aussi. Enfin, il les a eus effectivement très très fort au moment de la Révolution. Je crois que malgré tout, l'ensemble de la politique stalinienne a visé la paysannerie soviétique dans son ensemble. Il y a des morts au Kazakhstan, il y a des morts au Caucase Nord, etc. Il y a plus de morts en Ukraine, beaucoup plus qu'ailleurs. Il y en a 4 millions sur les 7 dont on parle. Il est possible, mais je crois qu'il faut laisser simplement un travail supplémentaire s'accomplir. Et il est possible que Staline ait cherché à faire comme il voulait le faire souvent, d'une pierre 2 ou 3 coups, c'est-à-dire frapper à la fois les paysans et frapper les Ukrainiens, car on s'oriente à ce moment-là quand même vers une situation en Europe qui lui paraît peut-être porteuse de quelque chose. Il a déjà accusé les Polonais de se mêler de quelque chose comme la famine en Ukraine, donc la connexion polonais-ukrainien, polono-germanique lui fait peur, et il est possible qu'effectivement
il a été encore plus rigoureux vis-à-vis des Ukrainiens que vis-à-vis des autres. Georges Sokolov, ce dont on vient de parler avec vous, c'est produit il y a presque 70 ans, il y a 67 ans. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça marque encore les Ukrainiens qui, depuis, sont redevenus indépendants? Bien sûr, c'est un thème qui revient très fort, qui est un des ferments de la renaissance du nationalisme ukrainien, avec ses bons et parfois ses moins bons côtés, mais je crois que ça ne peut pas faire oublier que ces populations ont vécu au cours de cette période quelque chose comme un crime contre l'humanité. Merci Georges Sokolov en tout cas de nous avoir rappelé leur histoire et ce moment oublié de l'histoire du XXe siècle. On se quitte sur une très belle chanson ukrainienne de l'époque, Les Moissonneurs. Je rappelle que Georges Sokolov, qui était donc mon invité aujourd'hui, a préfacé donc 1933, L'année noire, un livre qui a été publié aux éditions Albin Michel. Vous avez pu entendre des archives sonores extraites de l'encyclopédie sonore Bordas en 10 volumes, Mémoire du XXe siècle. Vous pouvez, vous le savez, nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante, 2000ans.histoire@radiofrance.com ou retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.